Bonjour, chers camarades boursicoteurs. Vous l'avez probablement remarqué, nos sociétés contemporaines semblent de plus en plus dysfonctionnelles. Elles sont affectées de plusieurs maux qui rendent nos vies de plus en plus pénibles. Que ce soit pour la santé, où le système n'arrive pas à fournir des services de qualité dans des délais raisonnables. L'immobilier, où les maisons sont devenues inabordables et le prix des loyers ne cesse de grimper. Le coût de la vie, où la facture d'épicerie ne cesse d'augmenter au même moment où notre panier d'épicerie est de moins en moins rempli. Notre niveau de vie semble diminuer ou au mieux stagner. De plus, la solution à ces problèmes semble toujours la même. Le gouvernement intervient en dépensant toujours plus en santé ou en renforçant la centralisation du réseau. Il intervient en immobilier en contrôlant davantage le prix des loyers ou en subventionnant la construction de logements sociaux. Il intervient en réglementant les épiciers davantage pour tenter de limiter les hausses du coût de la vie ou envoie tout simplement des chèques pour soutenir directement la population. Il intervient en augmentant les déficits, les taxes et les impôts afin d'élargir l'éventail de subventions et de prêts à un groupe d'entreprises et de citoyens toujours grandissant. Résultat, le gouvernement joue un rôle de plus en plus important dans l'économie et dans nos vies et devient en quelque sorte le chef d'orchestre de nos sociétés. Toutefois, la question est de savoir si cette solution, soit d'avoir un gouvernement de plus en plus omniprésent dans tous les secteurs de nos sociétés, est la bonne. Parce que malgré l'interventionnisme grandissant du gouvernement, les problèmes qui nous affectent tous de près ou de loin ne semblent pas se résorber. C'est probablement ce qui explique, en partie du moins, une certaine renaissance d'un courant de pensée économique qui était tombé aux oubliettes depuis près d'un siècle, c'est-à-dire l'école d'Autriche. Est-ce que l'école d'Autriche est la solution à nos problèmes grandissants? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui avec mon invité Théo Mogenet. Théo est directeur européen de Bull Bitcoin. Il est entré dans Bitcoin en 2017 poussé par son intérêt pour justement l'économie autrichienne et l'histoire de la finance. Avant de rejoindre Bull Bitcoin, il était consultant, formateur et conférencier en France, ainsi que professeur en école de commerce, enseignant Bitcoin et de l'économie autrichienne. Alors, bonjour Théo, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Joss, merci de m'inviter. Alors, allons-y, entrons tout de suite dans le vif du sujet parce que chez certains de nos auditeurs, il y en a certainement qui sont des néophytes en la matière. Donc, essayons de mettre en contexte le sujet de notre entrevue aujourd'hui, c'est-à-dire l'école d'Autriche. Certains pourraient même penser que l'école d'Autriche, c'est un bâtiment physique qui est situé en Autriche. Évidemment, c'est pas de ça dont on parle. Peux-tu nous expliquer brièvement, là, c'est quoi l'école d'Autriche, quand ça a commencé, comment ça prend racine, puis quels sont finalement les principaux principes fondamentaux de cette école de pensée économique. Ouais. Du coup, l'école autrichienne d'économie est ainsi nommée parce que ses fondateurs et les premiers économistes qui ont travaillé à lui donner de la substance étaient essentiellement dans l'Empire d'Autriche-Hongrie de l'époque, donc essentiellement à Vienne pour la plupart. Et du coup, c'est une des grandes écoles de pensée économique comme il en existe. Après, c'est peut-être pas la plus connue parce qu'elle a un peu déserté les programmes d'enseignement durant le XXe siècle. On y reviendra peut-être. Mais du coup, on va dire qu'elle est une alternative dans la pensée économique, par exemple aux écoles keynésiennes ou marxistes, un peu plus connues, voire néoclassique, qui est très largement enseignée aujourd'hui dans les universités. Et en fait, elle naît dans un contexte assez particulier dans les années 1870. Il faut voir qu'à l'époque, l'économie théorique, d'une certaine manière, a beaucoup évolué au siècle précédent avec des auteurs comme Adam Smith, comme Ricardo, avec un développement économique en Europe et en Occident de manière générale au XIXe siècle qui a été retentissant et effectué sous l'égide du capitalisme. Donc, on est dans vraiment une période d'essor de la pensée économique au XIXe siècle. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, effectivement, intervient le dernier des économistes classiques, Karl Marx, qui effectivement reprend le socle commun qu'il y avait dans les courants de la pensée économique qu'on catégoriserait comme libéral aujourd'hui. Et donc, il reprend la théorie de la valeur travail, qui sert en fait de soubassement à tous les penseurs que je viens de citer, que ce soit Adam Smith, Ricardo ou Marx. Et il l'utilise pour en faire une critique du capitalisme avec une prophétie que le capitalisme laissé à sa propre logique va s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Donc d'une certaine manière, d'un point de vue intellectuel, on est à cette époque-là un peu dans une sorte de crise intellectuelle pour la pensée économique, notamment dans le contexte de capitalisme libéral.
Et c'est là qu'arrivent trois auteurs, quasiment concomitamment et avec une approche à la fois très similaire et quand même différente. Ces trois auteurs sont William Stanley Jevons en Angleterre, Léon Walras à Lausanne en Suisse et Karl Menger, du coup, qui est celui qui nous intéresse le plus, qui est le père fondateur de l'école autrichienne d'économie. Et en fait, ces trois auteurs, quelque part, font faire un saut à la pensée économique de l'époque, parce que, en lieu et place de la valeur travail, ils substituent ce qu'on appelle la théorie marginale de la valeur. Et pour essayer de l'expliquer très rapidement, en fait, depuis Adam Smith et tous ses successeurs, on considère que ce qui, en économie, fait la valeur des choses, c'est la quantité de travail qui a été fournie pour leur réalisation et leur production. Et c'est ça qui fait que, partant de ce principe-là, Marx arrive à dresser des incohérences dans le système capitaliste et prophétiser son effondrement. Et en fait, Jevons, Walras et Menger, eux, prennent une direction différente et disent, en fait, non, ce qui fonde la valeur économique des choses, c'est ce qui est prêt à sacrifier quelqu'un pour l'obtention d'une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service donné. C'est pour ça qu'on parle de théorie marginaliste de la valeur, parce que, en fait, on s'intéresse uniquement au phénomène à la marge. Donc, c'est cette idée de combien je valorise une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service, et pas l'ensemble d'un bien ou d'un service donné, l'ensemble de la quantité disponible qui existe. Donc, par exemple, pour essayer d'illustrer ça, on peut prendre un exemple assez connu en économie qu'on appelle le paradoxe de l'eau et du diamant, qui consiste à dire comment ça se fait qu'un diamant, ça vaut beaucoup plus cher qu'un litre d'eau, alors que le diamant, donc, qui est du carbone concentré, n'est pas du tout essentiel à la vie humaine sur Terre, tandis que sans eau, pas de vie sur Terre, tous les êtres humains mourraient très rapidement si on n'avait plus d'eau sur Terre. Et pourtant, une bouteille d'eau, ça coûte beaucoup moins cher qu'un diamant. Et donc, pendant longtemps, on considère ça comme un paradoxe en économie, parce qu'on se dit, quelque part, il y a un problème dans la manière dont on valorise les choses si on subordonne quelque part l'accessoire à l'essentiel. Et en fait, là arrivent des gens comme Jevons, Menger et Walras pour dire, en fait, non, c'est juste qu'on pose mal le problème. On compare souvent un diamant qui a un certain poids, une certaine pureté, etc., à un litre d'eau. Et en fait, on fait des comparaisons de quantités qui sont du coup complètement différentes. Euh, et, euh, et donc, ce qui compte, c'est plutôt combien est-ce que vous valorisez le prochain litre d'eau ou combien est-ce que vous valorisez le prochain diamant. Et si on place le raisonnement dans ces termes-là, on ne va pas du tout arriver au même résultat. Et là où Menger est particulièrement original dans sa manière d'aborder le problème, c'est que Menger, lui, va vraiment rompre à la fois avec les économistes classiques, donc établis sur la théorie de la valeur travail, et avec Jevons et Walras, notamment en fondant l'idée que la valeur est un phénomène subjectif qui n'existe que dans la conscience de celui qui valorise, et donc finalement qui n'est pas un phénomène qui serait inhérent aux choses dans le monde, donc que la valeur ne serait pas quelque chose d'objectif comme le pensaient ses prédécesseurs ou même Jevons et Walras, mais serait quelque chose qui se forme dans un contexte donné, dans un lieu donné, dans une situation donnée, chez un agent spécifique, en fonction de sa situation, de sa subjectivité propre, etc. etc. Un exemple, je pense, assez illustratif de cette idée, si on revient à mon histoire d'eau et de diamant, ça consiste à dire effectivement que dans ma situation, là où je suis actuellement à Paris, avec un accès à l'eau courante, un supermarché à côté de chez moi qui peut me vendre de l'eau potable en grande quantité pour assez peu de, de sacrifices de ma part, etc. Bah, finalement, le litre d'eau supplémentaire que je pourrais désirer, il a une valeur assez faible. Le litre suivant, encore moins, et encore moins, et encore moins. Si par contre, je me retrouve demain dans le désert du Sahara, à 1000 km de toute forme de civilisation, et que ce litre d'eau représente pour moi la frontière entre la vie et la mort, je pense qu'il n'y a pas de diamant sur Terre auquel je conférerais plus de valeur que ce litre d'eau. Alors qu'à l'inverse, dans ma situation présente à Paris, je vais probablement préférer avoir un diamant qu'un litre d'eau. Et donc, cet exemple, en fait, je l'utilise pour essayer d'exprimer ce que Menger résume en une phrase de manière absolument brillante, je trouve, quand il dit qu'en fait, la valeur n'existe pas en dehors de la conscience humaine. C'est-à-dire que pendant très longtemps, à la fois en philosophie et en économie, on s'est dit, il y a des choses qui ont une valeur, comme si c'était leur essence, qui, quelque part, est un biais je pense qu'on peut retracer à des courants de pensée philosophiques qui ont tendance à prêter des valeurs morales essentielles dans le monde et à en faire une hiérarchie et à considérer qu'il y a des choses qui sont fondamentalement justes ou bonnes dans le monde
ce qui sont les grandes questions de la philosophie, savoir qu'est-ce qui est une valeur esthétique, qu'est-ce qui est une valeur morale, etc., etc. Là où en économie, on s'intéresse fondamentalement au comportement des êtres humains dans le contexte où les ressources sont rares et où on doit faire des choix et des arbitrages. Et donc, la perspective de Menger est particulièrement rafraîchissante parce que, notamment, elle permet de montrer toutes les incohérences qui pouvaient exister dans les raisonnements des économistes classiques, que ce soit Adam Smith, Ricardo ou même Marx, justement, et sortir justement le raisonnement économique de l'impasse dans laquelle il se trouvait pour apporter une lecture différente des phénomènes de marché, des phénomènes d'échange, des phénomènes de division du travail, des phénomènes de monnaie, parce que à la racine en fait de tout raisonnement économique, il y a une théorie de la valeur, et si on postule une théorie de la valeur différente, par pur raisonnement logique, on va arriver à des endroits différents. Si je reprends mon exemple pour essayer de faire sentir ça un petit peu à tes auditeurs, si par exemple je considère que la valeur est objective dans les choses et que du coup j'observe dans le monde autour de moi, encore une fois, qu'on valorise les diamants plus cher que l'eau, quelque part je vais assez rapidement arriver à un jugement moral sur l'économie où je vais commencer par percevoir qu'il y a quelque chose de fondamentalement injuste à l'échange économique, à la fixation des prix, aux relations économiques telles qu'elles s'articulent aujourd'hui, parce que je vais avoir tendance à considérer que lorsqu'on fait cette équivalence entre l'eau et le diamant, quelque part, on est en train d'envoyer les êtres humains dans une impasse, qu'on est en train d'assigner des valeurs qui me semblent complètement arbitraires, eu égard à ce que je sais de la vie humaine, etc., etc. Et donc, on peut arriver très vite à des conclusions qui sont particulièrement fâcheuses, et comme celle de Marx, qui est celle de voir en fait tous les phénomènes de division du travail et d'échange comme l'exploitation d'une classe sociale par une autre. Et en fait, on sort assez vite de ça dès lors qu'on épouse la théorie marginaliste. Et c'est aussi, je pense, pour ça que dans on va dire l'histoire avec un grand H, il y a un contexte de l'histoire économique et de l'histoire de la pensée économique derrière, où on a une adhésion assez forte quand même au système capitaliste dans les pays occidentaux entre Marx et la crise de 29, qui peut s'expliquer en grande partie par le fait que les penseurs de l'économie de leur temps et les intellectuels au sens large qui s'intéressaient quand même un minimum à ce qui se passait dans les cercles économiques à l'époque, arrivent à concilier quelque part les valeurs morales avec la réalité des phénomènes économiques dans le cadre d'une société de libre marché, avec du laisser-faire, des États assez peu interventionnistes, etc., etc. Bon, désolé, ça fait une réponse assez Non, longue, il n'y a pas de mais problème. je pense que le contexte historique est important. J'allais ajouter, est-ce que le concept de coût d'opportunité qui est fondamental en économie découle de l'école autrichienne ou c'est pas nécessairement lié? Alors, c'est une très bonne question, et en fait, c'est très très proche. C'est-à-dire que le coût d'opportunité est vraiment au cœur de tous les raisonnements, on va dire, d'économie autrichienne. Mais le père du concept de coût d'opportunité, pour moi, est un économiste français qui s'appelle Frédéric Bastiat, qu'on considère souvent comme un proto-autrichien, c'est-à-dire un gars qui est venu avant les Autrichiens et qui, en fait, a donné des éléments qui ont permis à Menger d'avoir comment dire, un socle intéressant sur lequel bâtir ses idées. Et effectivement, Menger était un avid lecteur de Bastiat et un grand admirateur de Bastiat, également de Jean-Baptiste Say, un autre économiste classique français qu'on retrouve beaucoup, qui a beaucoup été lu par les économistes autrichiens et qu'on retrouve quand même beaucoup dans leur raisonnement. En fait, Bastiat, il dit un truc qui est fondamental. Il dit que, en gros, choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on effectue une action, on renonce à toutes les alternatives, ne serait-ce que parce que notre temps est rare, chaque instant est unique, et une fois qu'il s'est écoulé, il est passé. Et donc, lorsque, par exemple, je décide de faire cette entrevue avec toi, il y a une heure et demie de mon temps que je ne peux pas utiliser à faire autre chose. Et donc, quelque part, j'ai renoncé à ces alternatives, et parce que j'ai renoncé à ces alternatives, lorsque dans le siège, quelque part, de ma conscience, s'effectue une décision d'action, il y a en fait un raisonnement économique à la base, au sens où il y a un arbitrage entre des ressources rares. C'est-à-dire que le phénomène de décision dans le contexte économique est quelque part consubstantiel à la réalité humaine parce qu'on est des êtres temporels. Et donc, en fait, c'est un phénomène qu'on va essayer d'expliquer a posteriori lorsqu'on fait de l'économie, mais que les êtres humains, quelque part, sont obligés d'observer et de découvrir au fur et à mesure de leur développement et de leur vie, parce que tous les jours, ils font des choix qui impliquent des schémas d'action qui vont impliquer des alternatives qui sont des sacrifices auxquels on a renoncé.
Euh, et donc, au même titre que si je mange une pomme, bah, je ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Si j'utilise l'heure qu'on passe entre nous, je ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Et donc, finalement, à la racine de toutes les décisions humaines, il y a une sorte de raisonnement, d'arbitrage entre qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi, qu'est-ce qui répond à un besoin le plus urgent, etc. Et donc, quelque part, quand je dis je vais effectuer l'action A, je dis aussi je vais renoncer à toutes les alternatives. Et parce que je fais ça, je supporte ce qu'on appelle en économie un coût d'opportunité, c'est-à-dire la jouissance que j'aurais pu obtenir d'effectuer l'action B ou l'action C ou l'action D. Et implicitement, pour peu que je sois un individu libre, lorsque j'agis en fait et que je suis avec toi aujourd'hui, ce que je dis, c'est que je valorise plus le fait de passer mon temps ici à discuter avec toi plutôt qu'à faire les alternatives. Et c'est très intéressant dans le contexte de Menger parce que c'est ça qui nous permet quelque part de fonder un phénomène de la valeur qui provient directement de l'individu à partir de ses choix et qui permet de dire juste la chose très simple, c'est que si l'individu a choisi A, c'est qu'il valorise A plus que B, plus que C, plus que D, plus que E, etc., etc. Sans pour autant dire qu'on peut assigner une valeur numérique à A, sans pour autant dire qu'on peut mesurer l'écart de valeur entre A et B. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si l'individu que j'observe a été libre de choisir comme ça, c'est que, eu égard à ses aspirations particulières, ses besoins, ses envies, peu importe, mais s'il a effectué A, c'est qu'il préfère A à B. Et donc, pour moi, en tant que canaliste de l'économie, ça, c'est une donnée. C'est-à-dire que les fins de l'individu, ce qu'il cherche à faire et les désirs qu'il a et les schémas d'action quelque part qu'il va envisager pour arriver à ses fins, c'est pas moi, économiste, qui dois les juger. Ça, je les prends comme données. C'est le résultat de son action libre et consciente. Et tout ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de comprendre comment, une fois que ces fins sont élues, il met en œuvre des raisonnements, des moyens et des schémas d'action qui vont lui permettre d'économiser, c'est-à-dire quelque part assouvir le mieux possible ses fins subjectives et personnelles à partir de ressources qui, encore une fois, sont rares, rivales, qui peuvent être utilisées de plusieurs manières différentes, et donc qui admènent des coûts d'opportunité et des raisonnements dans le contexte de sacrifice. Donc, tu as parlé de Karl Menger, qui est comme le père fondateur de l'école d'Autriche. Peut-être pour ajouter à la mise à contexte qu'on est en train de faire, quels sont les autres individus qui sont importants dans la pensée économique autrichienne? Alors, juste après Menger, son premier élève est un gars qui s'appelle Eugen von Böhm-Bawerk, qui est un auteur qui est très peu connu, je pense, qui est assez difficile à lire pour être honnête, mais qui a eu une contribution fondamentale en ce qu'il a bâti sur les travaux de Menger pour essayer d'expliquer le phénomène très particulier d'intérêt. Comment ça se fait qu'il y a des taux d'intérêt qui émergent dans toutes les économies qu'on observe? Comment ça se fait que même en l'absence d'autorités monétaires qui vont fixer les taux d'intérêt, on voit des taux d'intérêt émerger, même dans des économies très primitives? Comment ça se fait que lorsque je prête quelque chose à quelqu'un, en général, je vais demander un surplus, que ce soit en monnaie ou en utilité, pour consentir au transfert de la propriété de ce bien ou de ce capital pendant une durée? Comment on peut expliquer ce phénomène-là? Et ça, c'est la contribution majeure de Böhm-Bawerk, et notamment quelles conséquences ça va avoir si jamais on contrevient au prix de marché de l'intérêt formé par les relations consenties d'individus libres et qu'on se met, comme nos autorités monétaires le font aujourd'hui, à essayer de fixer par décret la valeur de marché de ce prix-là. Ensuite, après Böhm-Bawerk, arrive ce qui est probablement le plus grand de tous les économistes autrichiens, qui s'appelle Ludwig von Mises, donc qui est lui-même la troisième génération derrière Menger et Böhm-Bawerk, qui est l'élève de Böhm-Bawerk, et qui en fait va utiliser le raisonnement de Böhm-Bawerk sur le taux d'intérêt pour expliquer de manière endogène comment la manipulation de la monnaie et des taux d'intérêt par les banques et les banques centrales cause de manière endogène un phénomène de bulle et d'effondrement dans le capitalisme, donc ce que les Américains appellent le boom and bust cycle. En fait, pourquoi est-ce qu'on a des périodes d'essor économique et de croissance qui sont directement suivies de crises dans le capitalisme? Et comment ça se fait qu'en fait, ce phénomène-là puisse être complètement expliqué par la manipulation des taux d'intérêt hors de leur valeur de marché? Une autre des contributions fondamentales de Ludwig von Mises à l'économie, qui en fait est une conception presque générale de ce que je viens d'expliquer là. Donc pour le dire différemment, c'est-à-dire que ce qu'il explique avec les crises dans le capitalisme peut être vu en fait comme une application spécifique au marché du capital
d'un concept plus général qu'il a exposé à travers un article publié en 1919, il me semble, et qui s'appelle « De l'impossibilité du calcul économique en régime socialiste », et dans lequel il essaye d'expliquer qu'en l'absence de prix de marché on va dire pour simplifier, qu'en l'absence de prix de marché, il est impossible pour les agents économiques d'arriver à une coordination cohérente dans leurs activités économiques, dans la division du travail, dans l'échange, etc., etc. Et que si du coup, on fixe les prix d'un bien ou d'un service hors de leur valeur de marché, il va y avoir des incoordinations qui vont émerger entre les agents dans l'économie, entre les consommateurs, les producteurs, les épargnants, etc., qui vont faire qu'on va très rapidement arriver à des surproductions ou des pénuries de certains biens sur certains marchés. Et donc, lorsque Mises effectue ce raisonnement, qui est une démonstration, hein, il essaie de démontrer par A plus B, en fait, qu'un comité de planification centrale ne peut pas arriver à régler une économie, il prophétise en 1919, du coup, l'effondrement inéluctable de tous les régimes socialistes qu'on pourra imaginer par la suite dans l'histoire, et notamment de l'URSS. Et il va effectuer ce raisonnement en plus à une époque très spécifique où l'Europe, à la suite de la Première Guerre mondiale et à la suite de l'inflation en Autriche, l'inflation en Allemagne, etc., est particulièrement gagnée par les thèses socialistes qui prennent beaucoup d'allant. Les partis socialistes et communistes sont très puissants en Europe à l'époque. Il vient d'avoir la révolution bolchevique en Russie qui permet d'imaginer cette utopie de la socialisation des moyens de production. Et donc, il a face à lui beaucoup d'adversaires intellectuels qui ont un certain soutien dans la population, dans les milieux universitaires. Et en face, je ne vais pas dire qu'il est tout seul, mais il n'a pas beaucoup d'alliés. Et pourtant, il garde sa position mordicus et on voit bien que l'histoire lui aura donné raison. Et enfin, derrière, après Ludwig von Mises, qui, d'ailleurs, petite parenthèse, en plus, lui est un intellectuel juif vivant à Vienne, qui du coup s'enfuit lorsqu'il voit les nazis arriver au pouvoir en Allemagne, en Suisse, où il va rester de 1936 à 1939. Ensuite, il s'enfuit aux États-Unis parce qu'il voit que c'est la situation encore plus terrible en Europe. Donc, c'est quand même un gars qui a été pourchassé à la fois pour ses thèses et à la fois pour le fait d'être juif. Pour l'anecdote, hein, quand les nazis arrivent à Vienne, un des premiers endroits où ils vont, c'est le bureau de Mises pour tout brûler. C'était un ennemi énorme du régime, notamment du fait de ces thèses-là, parce que les nazis étaient quand même des socialistes. Hein, ça s'appelle le Parti national-socialiste. Et donc, lui, il leur a expliqué pendant 20 ans que c'était des illettrés de l'économie qui allaient foutre tous les pays et qui allaient foutre tous les pays en l'air partout là où ils passeraient. Donc, il n'était pas très aimé. Et donc, ensuite, il émigre aux États-Unis. Et là, il va essayer de faire renaître l'école autrichienne d'économie, donc sur un sol nouveau à une époque où les débats économiques sont essentiellement dominés par la théorie keynésienne et les idées de relance keynésienne qui sont très populaires à l'époque. Il va être complètement délaissé. Il va avoir énormément de mal à trouver des postes d'enseignement dans des universités, même sans aller forcément dans des universités de premier plan. Et il va devoir se tourner vers des individus qui vont lui fournir du financement privé pour pouvoir faire des conférences, continuer à enseigner, plutôt dans la sphère privée d'ailleurs. Vraiment, par force de persévérance et de conviction dans ce qu'il faisait, il va réussir à faire renaître en fait l'école d'économie autrichienne aux États-Unis. Et de là, elle va continuer à s'exporter dans le monde entier, surtout par l'intermédiaire ensuite d'un de ses élèves à lui, qui s'appelle Friedrich Hayek, qui est probablement le plus connu de tous les économistes autrichiens, pour deux raisons essentiellement. La première, trois raisons même plutôt. La première, c'est un livre qu'il a écrit juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Sur la route de la servitude, qui est un livre qui a eu beaucoup, beaucoup de lecteurs aux États-Unis, voilà, que tu montres à l'écran actuellement, et qui a eu, que je pense qui a été tiré à plusieurs millions d'exemplaires à l'époque, ce qui est énorme, et qui en fait a eu beaucoup de retentissement, notamment aux États-Unis. Et en gros, la thèse de Hayek dans ce livre, c'est de dire si jamais on fait du planisme central au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on va devenir le monstre même qu'on a cherché à combattre durant la Seconde Guerre mondiale, parce que fondamentalement, lorsque vous concentrez toutes les ressources économiques d'un pays dans les mains de quelques hommes politiques et quelques bureaucrates, vous ne pouvez pas échapper à la concentration du pouvoir et aux agendas absolument néfastes qui vont en découler, dont le nazisme est une exemplification, le communisme en est une autre, etc. etc. Bien sûr, à l'époque, c'est
il est censuré parce que l'URSS est un allié de l'Angleterre où il vit et des États-Unis. Donc, il n'a pas le droit de taper trop fort sur l'URSS, mais on voit très bien entre les lignes ce qu'il en pense. Et du coup, Hayek est également aussi très très connu parce qu'il a été conseiller de Margaret Thatcher pendant des années, et donc assez responsable du programme économique qu'elle a mis en place. Et il a également reçu le prix Nobel d'économie en 1974, notamment pour les thèses en fait qui étaient celles de Mises, mais qu'il avait aussi repris, qu'il avait exposé dans un ouvrage qui s'appelle Prix et production, qui était paru en 1932, et dans lequel il explique un peu ce que j'expliquais sur le raisonnement de Böhm-Bawerk à l'époque, c'est-à-dire que la manipulation des taux d'intérêt hors de leur valeur de marché va nécessairement causer un désajustement dans la structure de production qui va forcément conduire soit à des faillites, soit de l'inflation. Et en 1970, il y a pas mal d'inflation aux États-Unis et aucune théorie d'économie n'est capable d'expliquer comment on peut à la fois avoir un chômage de masse et une inflation de masse, qui normalement dans l'idée keynésienne est une impossibilité théorique, parce que le keynésianisme dit que vous pouvez toujours imprimer de la monnaie pour résorber le chômage. Et du coup, normalement, ces deux phénomènes ne peuvent pas coexister. Soit vous avez le plein emploi et vous pouvez avoir de l'inflation, soit vous avez du chômage, mais vous ne pouvez pas avoir d'inflation. Ouais, la Et Phillips curve. exactement, la courbe de Phillips. Et évidemment, Böhm-Bawerk comme Mises, comme Hayek fournissent des éléments théoriques qui permettent de dépasser toutes ces foutaises et d'expliquer comment on peut avoir les deux phénomènes en même temps. Et c'est pour ça qu'il aura le prix Nobel d'économie à cette époque-là. Et c'est ce qui donnera une sorte de renaissance en fait à l'école autrichienne d'économie qui était complètement oubliée à cette époque-là. Également, la présidence de Thatcher et de Reagan aidera beaucoup. La libéralisation financière subséquente à la sortie du gold standard, plus la chute de l'URSS et on va dire la victoire du capitalisme et des thèses libérales vont aussi aider en ce sens-là. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de dire ma génération connaît beaucoup ces auteurs-là. Mais néanmoins, c'est pour ça qu'Hayek est le plus connu de tous, alors qu'on pourrait quand même arguer que Mises a fait beaucoup plus de contributions qu'Hayek à la science économique de manière générale. Donc, merci pour ce tour d'horizon sur les plus grands penseurs de cette école économique. On a parlé en début d'entrevue de la théorie de la valeur subjective qui est fondamentale à l'école d'économie d'Autriche. Mais cette école-là, ce qui est particulier, c'est qu'elle ne se base pas, par exemple, sur les mathématiques, comme va le faire le keynésianisme, pour expliquer comment fonctionne l'économie. Elle a une méthodologie qui est particulière. Elle s'appuie sur des postulats. Puis, quels sont ces postulats? Puis, peux-tu nous expliquer un peu comment fonctionne la méthodologie là, de l'école autrichienne? Hmm. En fait, si on revient à ce qu'on disait sur la question de la valeur subjective et le raisonnement de Menger. Donc, à partir du moment où la seule chose que vous pouvez dire, c'est que l'individu valorise A plus que B parce qu'il a choisi de faire A et qu'il avait la possibilité de faire B, encore une fois, vous ne pouvez pas assigner une valeur numérique à l'utilité qu'il en retire, ça reste subjectif, et c'est un phénomène du coup d'ordonnancement. Donc c'est ce que Menger appelle la valeur ordinale, c'est-à-dire que tout ce que je peux dire c'est A plus grand que B, mais je ne peux pas dire de combien. C'est pas une fonction continue avec des valeurs numériques qu'on pourrait utiliser pour donner des valeurs précises à l'utilité qui est retirée par les agents. Et c'est là déjà qu'il y a un schisme énorme entre les Autrichiens et le reste des écoles de pensée économique, parce que les keynésiens comme les néoclassiques, eux, partent du principe qu'on peut faire ça. C'est-à-dire que les individus, si vous ouvrez un livre d'économie moderne, donc qui va être néoclassique ou keynésien par définition, vous allez voir dans les premiers chapitres des explications sur ce qu'on appelle les utiles, qui seraient une unité d'utilité. Et on va vous expliquer que les individus, lorsqu'ils agissent, ils assignent des valeurs numériques réelles aux produits qu'ils peuvent acheter, aux actions qu'ils entreprennent, etc., etc. Et que c'est comme ça qu'ils assignent des valeurs aux choses. Alors, moi, c'est en voyant vraiment, en lisant ces chapitres, que j'ai été séduit par l'économie autrichienne parce que ça ressemble absolument pas à la manière dont on fonctionne. Hein. Je sais pas vous, mais moi, quand je me balade dans le monde, je me dis pas, tiens, cette banane représente 3 utiles et cette pomme représente 3,14 utiles, du coup, je vais prendre la pomme. Non, je dis juste, j'ai plus envie d'une pomme que d'une banane et je sais pas de combien, je sais pas exactement comment, pourquoi, etc. Mais tout ce que je sais, c'est que je préfère la pomme à la banane parce que j'ai choisi la pomme chez le maraîcher. Et du coup, à partir de là, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mathématiques précises dans l'école d'économie autrichienne, parce que on part du principe qu'on ne peut rien mesurer précisément. Tout existe dans la conscience humaine, donc on ne va pas essayer de s'amuser à mesurer des trucs.
Et également, déjà chez Menger, on a cette idée que la bonne manière de faire de l'économie, et déjà qui était une idée qui existait en fait avant, hein, chez les économistes classiques, qui n'utilisaient pas beaucoup les mathématiques, on a cette idée que finalement, l'économie est une science qui cherche à étudier certains types de comportements humains dans un contexte particulier. Et donc, finalement, tout ce qu'elle peut se permettre de faire, c'est d'essayer de dériver des énoncés généraux à partir d'axiomes, c'est-à-dire à partir de postulats qu'on va prendre de base, parce qu'il faut bien commencer son raisonnement quelque part, et on ne va pas chercher à essayer de redémontrer, parce que ce faisant, on va arriver à des conceptions un peu absurdes. Et donc, un exemple de ça, ça peut être de dire que, bah, par exemple, si l'individu a choisi la pomme plutôt que la banane, je vais considérer qu'il préfère la pomme à la banane. Je ne vais pas essayer de démontrer pourquoi, parce qu'en essayant de démontrer ça, je vais soit postuler quelque chose qui va être encore plus précis, et donc encore plus difficile à prendre comme point de départ, soit je vais arriver à une incohérence fondamentale dans mon raisonnement assez vite. Cette manière de fonctionner, donc ce qu'on appelle le raisonnement axiomatico-déductif, ou parfois a prioriste aussi, c'est ce que vous faites par exemple lorsque vous faites des mathématiques. Lorsque vous apprenez les mathématiques à l'école, par exemple la géométrie, on dit euclidienne, on va vous postuler un certain nombre d'axiomes, comme par deux points il ne passe qu'une seule droite, et dans le cadre de ces axiomes, vous allez pouvoir dériver des énoncés supérieurs, comme le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, et pour dériver ces énoncés, vous utilisez seulement les axiomes de base et les règles de la logique. À aucun moment, vous allez mesurer des choses dans le monde réel, vous allez effectuer des expériences, vous allez en fait introduire des informations supplémentaires dans ce que vous êtes en train de faire. À l'inverse, la plupart des sciences dites dures, comme la physique, la biologie, utilisent des raisonnements qu'on appelle euh, euh, empiriques, pardon, positivistes, qui en fait consistent à formuler des hypothèses scientifiques, à aller les tester en effectuant des expériences, jusqu'à ce qu'on trouve éventuellement une expérience qui va infirmer l'hypothèse. Et à ce moment-là, on va reformuler une hypothèse sur des bases un peu différentes pour qu'elle puisse aussi rendre compte de cette expérience que l'hypothèse précédente n'arrivait pas à expliquer. Euh, Effectivement, on peut faire ça en physique parce qu'on peut faire des expériences de laboratoire. C'est-à-dire que si par exemple vous essayez de comprendre quelles sont les conditions de pression ou de température dans lesquelles un gaz halogène va se liquéfier, vous pouvez vous mettre dans un laboratoire, vous pouvez neutraliser des facteurs lumineux, vous pouvez neutraliser des influences calorifiques extérieures, vous pouvez neutraliser des influences électromagnétiques. Bref, vous pouvez neutraliser toutes les influences qui pourraient altérer le phénomène que vous essayez d'expliquer, de manière à pouvoir avoir une expérience valide pour essayer d'en valider votre hypothèse. Néanmoins, lorsque vous vous intéressez aux phénomènes sociaux, vous ne pouvez pas reproduire exactement les conditions spécifiques dans lesquelles vous faites une observation. Si par exemple vous essayez de déterminer le lien entre l'inflation et le chômage ou entre l'impression monétaire et le chômage, vous ne pouvez pas effectuer cette expérience dans un contexte anhistorique. Vous êtes forcément dans les années 30 ou dans les années 70, vous êtes en Suède ou en Allemagne, il y a un certain corpus juridique, certaines institutions, une certaine culture, une certaine population qui vont influer sur les décisions et l'action des agents que vous observez. Le simple fait même d'avoir eu connaissance, par exemple, des années 30 fait qu'on a inventé la courbe de Phillips, fait que, par exemple, les banquiers centraux vont effectuer des actions différentes, les agents économiques ou même les opérateurs financiers vont peut-être agir différemment sur les marchés, et donc vous allez arriver à des phénomènes économiques et des situations qui sont différentes. Donc vous ne pouvez pas neutraliser ces facteurs, vous ne pouvez pas mettre les gens dans des éprouvettes ou dans des expériences de laboratoire, même si on essaye de le faire, hein, ça s'appelle l'économie comportementale, et tous les économistes comportementaux savent très bien que ça a ses limites, et d'ailleurs, ils sont ils font preuve de beaucoup de parcimonie lorsqu'ils essayent d'arriver à des conclusions. Et donc, pour cette raison simple, en fait, Mises et Menger font l'argument en épistémologie, c'est-à-dire en philosophie des sciences, qu'on ne peut pas utiliser la méthode qui prévaut dans les sciences dures pour les sciences sociales. C'est pas que l'économie, hein, c'est les sciences sociales en général. Et à l'inverse, les économistes néoclassiques ou keynésiens, comme Keynes, Milton Friedman, Frank Knight, tous ces gens-là, ils ne se sont jamais vraiment trop posé la question, ou alors quand ils sont rentrés dans ces débats-là, ils ont eu des arguments que je trouve assez faibles, moi, pour le coup. Et en fait, eux, ils vont préférer utiliser cette méthode un peu data-driven, un peu empiriste, pour faire de l'économie. Et je pense que la raison fondamentale en ça, c'est que ça vous permet de faire le malin sur les plateaux télé, et vous avez l'air sérieux lorsque vous proposez un bouquin à l'éducation nationale pour faire un programme d'économie, alors que
Comme le disait par exemple Paul Samuelson, un illustre prix Nobel d'économie, l'économie, le raisonnement économique littéraire, c'est bien trop intelligent pour moi, je laisse ça aux autres. Il disait ça avec beaucoup d'ironie. Et effectivement, il y a cette espèce de moment dans les années 40, 50, 60 où on commence à avoir des comptes nationaux, où on arrive à dériver des statistiques des phénomènes économiques. On est capable de mesurer l'emploi, le chômage, les taux d'intérêt, on a des agrégats statistiques et des séries statistiques qui commencent à exister sur le temps long, notamment en Angleterre. Et donc, à ce moment-là, on peut commencer à faire des statistiques, on peut commencer à faire de l'économétrie. Et tout ça a des allures beaucoup plus scientifiques que le fait de raisonner avec des mots. Alors que pourtant, comme je vous l'ai démontré avant, c'est ce qu'on fait en mathématiques. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sûr et de plus certain comme raisonnement qu'un raisonnement économique, qu'un raisonnement mathématique, pardon. Mais n'empêche que pour les gens qui ne suivent pas ces raisonnements-là, ça va avoir l'air beaucoup plus scientifique de faire des modèles très très complexes avec des centaines de variables, même s'ils se trompent tout le temps, pour essayer de prédire quel va être le niveau de croissance dans 6 mois ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'est un peu cette méthode-là qui s'est imposée dans l'enseignement, dans les banques centrales, dans les instituts statistiques, dans les gouvernements, etc., etc. Et aujourd'hui, par exemple, vous ne pourrez pas publier un papier en économie dans une revue majeure d'économie, peer-reviewed, respectée, etc., si vous n'acceptez pas ce formalisme mathématique de fonction d'utilité continue, utilité mesurable, etc., etc. Donc il y a vraiment ce schisme méthodologique qui sépare les Autrichiens de tous les autres et qui, à mon avis, explique les raisons pour lesquelles ils disent beaucoup moins de conneries. Et il y a peut-être aussi une dernière dimension, peut-être, c'est finalement le fait que quand on utilise la méthodologie axiomatico-déductive des Autrichiens, on ne peut jamais faire de prédictions précises sur le futur. Parce que finalement, on arrive toujours, encore une fois, à cette limite de on dérive des lois générales. Par contre, les phénomènes économiques se déroulent dans des contextes particuliers. Donc, à part à maîtriser tous les facteurs qui rentrent en ligne de compte dans la décision humaine, etc., etc., vous ne pourrez jamais faire une prédiction vraiment très précise, comme se plaisent à le faire les économistes de plateau télé ou les banquiers centraux. Alors qu'à l'inverse, quand vous avez un modèle avec 400 000 variables qui peut être fine-tune et beaucoup de puissance de calcul derrière, vous pouvez avoir l'illusion que vous faites quelque chose de très précis. Mais ça reste une illusion. Si par exemple il y a des gens qui ont fait des statistiques à haut niveau dans ton auditoire, ils connaissent peut-être ce qu'on appelle le dilemme biais-variance en statistique, qui est en gros un résultat mathématique qui dit que plus un modèle est précis, moins il est robuste, c'est-à-dire que moins il a de capacité de généralisation, qui est un problème qu'on appelle aussi parfois le problème de surapprentissage, dont les économistes néoclassiques semblent complètement ignorants, parce que c'est ce qu'ils font toute la journée. Et alors qu'on sait prouver mathématiquement que ça ne marche pas. Et par exemple, on n'aurait pas d'IA moderne si on ne savait pas ça. Et bref, désolé, je suis parti un petit peu loin dans ma réponse. Mais voilà, cette distinction méthodologique à la base, cette différence de méthode est, je pense, très importante pour comprendre les différences de raisonnement qui en découlent et la posture que vont avoir les économistes autrichiens par rapport aux autres écoles d'économie, notamment dans cette forme d'humilité qu'ils ont à dire je peux donner des analyses qualitatives et effectivement effectuer des prédictions avec un grand degré de certitude pour peu qu'elles ne sont pas très précises. Donc, c'est super intéressant, mais est-ce que les théories autrichiennes, malgré le fait qu'elles n'utilisent pas les mathématiques, se sont avérées véridiques? Comment a-t-on fait à travers l'histoire pour déterminer que les théories qui étaient avancées par Mises, par Hayek, étaient réelles? Est-ce que c'est sur l'expérience historique simplement? Comment fait-on finalement pour valider les thèses qui sont mises de l'avant par ces économistes? Elles sont correctes par construction, au même titre que lorsque vous apprenez les axiomes d'Euclide, vous étudiez les mathématiques à l'école, on vous fait la démonstration du théorème de Pythagore. Ensuite, vous n'allez pas aller mesurer tous les triangles rectangles dans le monde pour vous assurer que AB carré plus AC carré égale BC carré. Non. Vous partez du principe que parce que vous avez accepté ces axiomes et que chaque étape dans le raisonnement est complètement logique, c'est-à-dire que le résultat découle nécessairement des lois de la logique par rapport à ce qui a été prouvé à l'étape précédente, vous savez par construction que c'est juste. Donc, de deux choses l'une. Soit vous n'acceptez plus les axiomes d'Euclide. Par exemple, vous faites de la géométrie riemannienne en 3D. Là, par 2 points, il passe plusieurs droites. Ça invalide du coup le théorème de Pythagore parce qu'on n'est plus dans le même set d'axiomes. Soit vous savez, en fait,
que le théorème de Pythagore est vrai pour tous les triangles rectangles dans le plan. Et ben, en économie autrichienne, c'est ça. C'est-à-dire que si on part du principe que, encore une fois, les individus répondent dans leur comportement à certains axiomes, comme le fait que la valeur est subjective, comme le fait si on a choisi A plutôt que B, c'est qu'on valorise A plutôt que B, comme le fait que le temps est rare, et que donc si on a choisi A plutôt que B, c'est qu'on a renoncé à B. C'est vraiment ça, hein, les axiomes de base. C'est des trucs aussi bêtes que le temps est rare, si j'ai choisi A plutôt que B, je préfère A à B, etc. etc. Eh bien, il en résulte nécessairement que les résultats auxquels arrivent les économistes autrichiens sont aussi justes parce qu'ils ne s'appuient que sur les règles de la logique, sauf si, par exemple, on trouve une erreur dans le raisonnement, ce qui peut arriver. En revanche, si vous vous placez dans un contexte historique, il est vrai aussi que beaucoup des prophéties des économistes autrichiens sont avérées vraies. Par contre, ils n'ont jamais donné de timing. Et c'est pour ça que c'est parfois un peu balayé du revers de la main, mais par exemple, la crise de 1929 a été annoncée par Mises. L'effondrement de l'URSS a été annoncé par Mises. La sortie du Gold Exchange Standard, donc du système qui a été instauré après la Seconde Guerre mondiale à Bretton Woods, a été annoncée par Hayek, Mises et je ne sais pas combien d'économistes autrichiens, parce que c'est une conséquence logique du raisonnement économique sous-jacent et des incohérences des politiques publiques qui ont été mises en œuvre. Donc, si je vous refais un peu les raisonnements, par exemple, durant les années 20, Mises observe qu'il y a une explosion du crédit accordé aux États-Unis dans un contexte où Benjamin Strong, le directeur de la Fédérale Réserve de l'époque, a essayé de maintenir les taux d'intérêt très bas pour des raisons essentiellement politiques. Et donc, on voit une explosion de l'endettement privé, on voit une explosion du crédit, on voit un boom du stock market. Et tout simplement, Mises voit tout ça et dit c'est insoutenable. Les ressources qui permettent de justifier ces valorisations n'existent pas parce qu'elles sont formées par de l'argent qui a été imprimé. Et donc, il est absolument impossible que l'économie puisse délivrer les promesses monétaires qu'elle est en train de faire. Et donc, il y a bien un moment où il va y avoir un ajustement, peut-être qu'il sera long et plus ou moins indolore, peut-être qu'il sera rapide et violent, peut-être qu'il se manifestera de telle manière ou de telle autre manière. Il s'est bien gardé de se prononcer là-dessus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a, voilà, il a dit que c'était inévitable qu'on allait arriver à une crise, d'une forme ou d'une autre. Et de la même manière, en 1919, il nous explique que le socialisme ne peut pas marcher au sens où il ne peut pas délivrer la même prospérité qu'on aurait dans un système de libre marché. Ça s'est vérifié 50 fois dans le monde à l'espace du XXe siècle. Et effectivement, je vois assez peu de gens qui disent bah, on va peut-être arrêter de faire ça maintenant puisque Mises nous a prouvé par A plus B que c'est pas possible. Et effectivement, donc, il y a aussi quelque part, en tout cas chez moi, une sorte de conviction qui est formée sur la qualité des thèses autrichiennes parce que lorsqu'on suit avec assez de minutie les raisonnements qu'ils font et qu'on essaye de les appliquer à la fois à des situations passées et aujourd'hui à notre monde contemporain, on voit bien que ça permet d'arriver à des productions qui ne sont pas précises mais qui se réalisent assez souvent. Retournons, faisons un pas en arrière, puis retournons à Hayek et la route de la servitude. L'école d'Autriche, elle se distingue de la pensée économique contemporaine dans la mesure où elle critique l'intervention de l'État dans l'économie. Donc, pourquoi l'école d'Autriche critique cette intervention de l'État? Puis, quels sont les principaux arguments de l'école d'Autriche contre l'intervention de l'État dans l'économie? Alors, l'idée centrale qu'il y a derrière la position autrichienne contre l'intervention de l'État, c'est justement que puisque les valeurs sont subjectives et que seuls les choix en contexte et en situation réelle permettent aux agents économiques de les exprimer. Entre guillemets, avant que vous ayez le choix entre la pomme et la banane, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas raisonner dans l'abstrait pour savoir comment dans une situation précise vous réagirez. Il faut être dans cette situation pour savoir, tout simplement. Et du coup, lorsque vous effectuez ce choix, en fait, vous véhiculez encore une fois des hiérarchies. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, bah, pour moi, la pomme est plus importante que la banane. Et donc, dans le contexte de marché, lorsque vous effectuez ça, vous formez des prix. Parce que vous donnez une information au producteur qui va lui permettre d'ajuster ses plans de production pour dire bah, je vais peut-être produire plus de pommes que de bananes parce que j'ai bien vu que j'arrivais à vendre plus de pommes ou alors j'arrivais à les vendre à un prix supérieur que les bananes le mois dernier ou les 3 mois précédents, etc., etc. Donc en fait, fondamentalement, pour Hayek et Mises notamment, à la racine du génie du capitalisme se trouve la capacité du système à utiliser une information qui est tacite, distribuée
chez tous les agents économiques, insérée dans des contextes propres et que nul ne pourrait connaître de manière totale, eh bien, sa capacité du marché à utiliser cette information et à la cristalliser dans des prix qui sont vraiment des concentrations, des condensations de cette information à leur substantifique moelle, c'est-à-dire à leur comment dire, à leur cœur. Voilà. On ne peut pas faire plus concentré comme forme d'information qu'un prix. C'est tout ce dont vous avez besoin en tant qu'agent économique pour réagir à un changement de situation et de conditions dans les préférences des consommateurs, dans les conditions de la production, etc., sans avoir à savoir tous les déterminants de ce changement. L'exemple que Hayek donne, par exemple, de cette idée-là dans un petit article très célèbre et absolument génial qui s'appelle « De l'utilisation de la connaissance en société », il essaye d'expliquer, par exemple, ce qui se passerait si une mine d'étain venait à fermer au Chili, grand producteur d'étain, à cause d'un tremblement de terre. Eh bien, à ce moment-là, les autres pays producteurs, les entrepreneurs qui ont besoin d'étain dans leur production achèteraient de l'étain comme d'habitude. Ça ferait enchérir le prix parce que toute chose égale par ailleurs, la demande serait supérieure à l'offre, parce qu'on a une baisse de l'offre et une augmentation de la demande. Parce que le prix augmenterait, ça donnerait un leitmotiv économique, une incitation à d'autres gens de rouvrir des mines d'étain qui aujourd'hui ont été éteintes. Ça donnerait des incitations à des gens de réutiliser de l'étain en circulation dans certains produits parce que le prix augmentant, ça rend plus économique l'utilisation d'étain déjà existants. Ça inciterait des producteurs et des consommateurs à économiser pendant un certain moment, en tout cas à court terme, leur consommation d'étain parce qu'à ce prix-là, ils vont peut-être substituer pour un matériau qui a des qualités similaires mais qui va peut-être être plus bon marché, etc., etc. Et donc, il y a cette espèce de coordination à l'échelle globale et dans le temps qui est permise par l'ajustement continuel des prix dans le contexte de gens qui ont des droits de propriété et donc qui sont responsables, qui bénéficient des choix qu'ils font et qui en même temps sont responsables aussi des conséquences adverses de ces choix, dans un contexte de libre marché, c'est-à-dire que leurs choix et leurs actions vont pouvoir s'exprimer dans les prix de manière libre par les agents économiques et donc transmettre cette information à l'ensemble de l'économie par le truchement des prix de marché. Et donc, parce qu'on a ce système-là d'actions libres, d'individus qui peuvent exprimer des coûts d'opportunité qui peuvent exprimer dans des prix, éventuellement en monnaie non manipulée si possible, parce que sinon vous êtes en train de dégrader la qualité de l'information que vous transmettez au reste des agents économiques, une coordination économique est possible, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et parce que cette coordination économique est possible, on est capable d'utiliser au mieux les ressources disponibles, que ce soit les talents des individus, leur temps rare, les ressources naturelles, le capital, la connaissance, etc., 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 pour satisfaire au mieux dans un contexte donné et dans un temps donné les préférences des consommateurs, alors même qu'on n'en connaît rien. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, quelque part, je n'ai pas vraiment besoin de savoir exactement quelle est la situation précise de mes clients, quelles sont leurs aspirations dans la vie, etc., etc. Je peux me contenter en fait de réagir au prix que me donnent les marchés pour ajuster très rapidement mes plans de marketing, mes structures de production, la manière dont je vais produire, l'endroit où je vais produire, qu'est-ce que je vais produire, quel type d'intrants, de matières premières, de main-d'œuvre qualifiée je vais utiliser dans ma production, comment est-ce que je vais sourcer mon capital, est-ce que je vais plutôt avoir une structure de production qui va être plus intensive en travail, donc en employé, ou plus en capital. Pour le dire très simplement, est-ce que je vais par exemple décider de bâtir des robots ou juste employer des gens pour faire des tâches à faible valeur ajoutée? C'est deux possibilités que vous pouvez avoir dans à peu près n'importe quelle situation de production. Et effectivement, pour un entrepreneur, la seule manière qu'il va avoir, le seul critère de décision qu'il va avoir, c'est qu'est-ce qui me rapporte plus d'argent eu égard au prix de la main-d'œuvre, au prix de fabrication du robot, au temps que ça va me donner, à ma capacité à sourcer du capital pour fabriquer le robot, à quel taux d'intérêt je vais sourcer ce capital, dans quelles conditions, etc., etc. Et bien, tous ces prix-là, en fait, ils reflètent des informations qui existent dans le monde. Est-ce que le capital est rare? Quelle est la productivité marginale du robot? Quelle est la productivité marginale de l'employé? Quel est le niveau de prélèvement social que je vais avoir sur l'employé par rapport au robot, etc., etc., etc. Et donc, en fait, jamais un entrepreneur pourrait espérer avoir en sa possession toutes les informations qui lui permettraient de prendre cette décision si jamais il n'y avait pas le marché pour produire et disséminer ces informations. Et c'est la raison même pour laquelle le comité central, quelle que soit l'intelligence des individus qu'il compose, ne peut pas arriver à allouer correctement les ressources.
Et en fait, ce raisonnement-là, qui est le raisonnement vraiment qui est fondamental dans l'idée de Mises, dans son idée d'impossibilité du calcul économique en régime socialiste, on peut l'appliquer pas uniquement à l'URSS, où quelque part, il y a vraiment un comité central de planisme dans toutes les dimensions de la vie économique, mais on peut l'appliquer aussi dans des pays qui se disent très libéraux, mais qui bloquent le prix du capital, donc les taux d'intérêt, qui bloquent le prix du travail avec des salaires minimums, qui vont bloquer, par exemple, le prix qui exprime la compétitivité relative entre deux pays, ce qui est le taux de change. Moi, là où je suis en France, par exemple, on a un taux de change bloqué vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, aucun entrepreneur français ne peut savoir à quel point un employé français, dans le contexte de l'économie française, avec ses prélèvements sociaux, etc., est marginalement plus ou moins productif qu'un travailleur allemand. C'est juste impossible. Et donc, si on applique les raisonnements de Mises, quelque part, pour essayer de donner à ton audience quelque part une bribe d'explication de comment on peut utiliser l'économie autrichienne pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui, bah, peut-être que si on bloque le prix qui exprime la compétitivité relative entre l'employé français et l'employé allemand, on va avoir plus de chômage en France qu'en Allemagne, parce qu'on a plus de prélèvements sociaux ici. Peut-être qu'on va avoir une désindustrialisation en France et pas en Allemagne. Idem peut-être pour l'Italie ou pour l'Espagne, etc., etc. Donc en fait, mon point, c'est de dire que si on comprend l'économie autrichienne, on peut, au moment de l'introduction de l'euro, et ce qui a été fait par certaines personnes, dire avec peu de précision, mais beaucoup de certitude, qu'on va avoir trop d'usines en France, trop d'usines en Allemagne, trop de fonctionnaires en France, trop de maisons en Espagne, etc., etc. Tout simplement parce qu'on a bloqué des prix, que ce soit les taux d'intérêt, les taux de change, etc., à des niveaux qui n'ont rien à voir avec la productivité marginale des facteurs de production. Puis c'est intéressant parce que dans certains des articles que j'ai déjà écrits, moi j'affirme qu'essentiellement lorsque l'État contrôle les prix, l'État fait de la censure. Est-ce que c'est correct d'affirmer une chose comme ça? Je suis complètement d'accord avec ça. Je, je pense que fondamentalement, si tu veux, le fait d'allouer des ressources de manière centrale ne fonctionne pas et donc l'État doit systématiquement cacher la vérité pour pouvoir justifier plus d'interventionnisme. Et il y a plusieurs manières de cacher cette vérité. Il y a la manière staliniste où on fait de la propagande et on envoie les gens dans des goulags. Et il y a une manière beaucoup plus soft qui consiste à bloquer des prix, créer des décrets, imprimer de la monnaie pour camoufler les conséquences réelles de certaines décisions économiques ou certains actes d'interventionnisme. Mais au fond des fonds, on en revient euh, à la nécessité impérieuse pour l'État, de manière à justifier son interventionnisme, de camoufler la réalité de l'effet qu'a eu cette action sur la réalité économique des gens. Et tout simplement, je pense parce que si on pouvait suivre et mesurer précisément et exposer aux autres autour de nous l'effet néfaste qu'a l'interventionnisme étatique sur les phénomènes économiques, il ne resterait plus un socialiste dans le monde. Parce que ce serait d'une évidence tellement grande que tout le monde se battrait pour empêcher les politiciens de mettre leurs gros doigts partout. Mais en même temps, si vous arrivez à quelque part enrayer la mécanique des prix, bah, c'est la confusion générale qui traîne. Et à ce moment-là, vous rentrez dans la démagogie. C'est celui qui, effectivement, va réussir à convaincre l'électorat qui va pouvoir allouer discrétionnairement des ressources. Puis parlons de la politique monétaire, parce que un des fondements de l'école de pensée d'Autriche, c'est que la monnaie devrait émane de la sphère privée en fait, qu'elle a été capturée par l'État, puis que les manipulations monétaires du gouvernement sont jugées comme étant néfastes. Donc pourquoi c'est important que la monnaie soit indépendante de l'État? Puis qu'est-ce qui se passe quand on a, comme aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, des États qui dictent en fait ce qui est considéré comme une monnaie de un puis qui, à travers leur banque centrale, fixe la valeur de la monnaie. Hmm. Alors, là, si on revient en fait au raisonnement précédent, le problème qu'ont Mises et les autres Autrichiens vis-à-vis du monopole étatique sur la monnaie, c'est d'une part que, ça crée une distorsion dans l'information véhiculée par le marché quant au prix, et donc c'est comme un signal d'information que vous bruiteriez, les décisions que vous allez prendre
avec ce signal bruité sont forcément moins bonnes que si vous aviez un signal clair et précis. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'à partir du moment où vous... Enfin, déjà, peut-être la première, c'est que Menger a quand même cherché à essayer d'expliquer comment la monnaie émerge comme phénomène de marché lui-même. C'est-à-dire que il essaye d'expliquer déjà comment, avant même qu'il y ait un État, quelque chose qui puisse s'en rapprocher, de toute manière, il y a une monnaie. Parce que ça répond à un problème fondamental, qui est le transport de la valeur dans le temps, dans l'espace et entre les échelles, du fait de la double coïncidence des besoins. Je supposais que ton audience connaît ces problématiques-là, et que fondamentalement, si quelque part on a convergé qu'un cas vers cette solution-là, c'est que c'est celle qui résout au mieux le problème. Donc déjà, le premier argument, c'est de dire, en fait, on n'a pas besoin d'inventer l'État pour inventer la monnaie, c'est une solution qu'on a trouvée par nous-mêmes, et le marché lui-même privé a toujours réussi à fournir des monnaies qui, dans un contexte, étaient plus ou moins bonnes et répondaient plus ou moins à la problématique, mais donc on n'a pas besoin de l'État pour ça. Que ce soit du bétail, du sel, des pointes de flèche, de l'or ou quoi que ce soit, ça n'a pas été inventé par l'État. Ensuite, un autre argument qui est un peu plus, on va dire, macro et spécifique, c'est celui effectué par Böhm-Bawerk et ensuite prolongé par Mises, qui consiste à dire que le taux d'intérêt, c'est la rencontre de la demande de capital et de l'offre de capital, c'est-à-dire la demande exprimée par les entrepreneurs qui ont des idées mais pas de ressources et les épargnants qui ont des ressources mais pas d'idées. Donc, vous avez d'un côté des gens qui ont des ressources, qui ont leur travail, etc., etc. Ils mettent à profit ces ressources, ils obtiennent des surplus économiques que vous pouvez voir sous forme de monnaie ou que vous pouvez voir sous forme de biens. Encore une fois, pour les Autrichiens, ça n'a pas grande différence parce que pour eux, la monnaie émerge comme une marchandise. Du coup, vous avez cette quantité de ressources disponibles dans l'économie qu'on appelle l'épargne. C'est-à-dire cette ressource qui n'a pas d'emploi actuellement et que l'on pourrait mobiliser pour faire des choses en plus, que ce soit consommer ou investir. Si vous consommez, vous ne pouvez pas investir. Si je mange ma pomme, je ne peux pas prendre la graine et la planter pour faire un arbre, entre guillemets, un pommier. Par contre, si je plante le pommier, je ne peux pas manger la pomme. J'aurai peut-être des pommes demain, mais c'est deux propositions qui sont mutuellement exclusives. Et donc, dès lors que vous avez cette dualité entre épargne et consommation, si les entrepreneurs expriment une demande pour des ressources, les entrepreneurs ont toujours, par définition, des idées de ce qu'ils veulent réaliser comme plan de production, comme nouveaux produits qu'ils veulent mettre sur le marché, de nouvelles entreprises qu'ils veulent créer, etc. etc. Je pense que notre époque montre bien qu'on ne manque pas de start-upers ambitieux. Par contre, on manque de ressources pour leur donner raison à tous. Et donc, il faut bien qu'il y ait un critère qui va limiter l'allocation et l'utilisation de ces ressources. Ce critère, c'est en fait à quel point les gens qui disposent de ces ressources, les épargnants, sont prêts à les céder et qu'est-ce qu'ils veulent en échange pour compenser, le fait que pendant le laps de temps que les plans de production vont être faits, ils n'auront pas la jouissance de ces ressources-là, un transfert de propriété, et également un risque qui est inhérent à toute situation d'apport en capital, que ce soit par un contrat de dette ou par de l'equity, donc par un contrat de propriété, qui fait que je peux bien effectivement ne pas revoir mon capital parce que toute activité économique supporte un risque et donc le mec peut faire faillite et donc il faut me rémunérer pour ce risque. Et donc, Böhm-Bawerk, en fait, explique fondamentalement que si on élimine théoriquement le facteur risque, ou tout du moins si on peut quelque part l'analyser, le mesurer et comparer par exemple des risques idiosyncratiques à toute activité économique, eh bien, il reste un truc fondamental qu'il appelle la préférence temporelle, c'est-à-dire combien est-ce qu'on doit me compenser pour le fait de perdre la jouissance sur ma propriété pendant une durée donnée. Et ça, fondamentalement, ce que ça exprime, c'est combien je valorise le présent par rapport au passé, par rapport au futur, pardon. Si, par exemple, je dis que pour te transférer ma pomme, je vais te demander une pomme en plus dans un an, quelque part, ça veut dire que pour moi, la valeur présente de 2 pommes, c'est une pomme. Ou inversement, que la valeur future d'une pomme, c'est 2 pommes. Et donc, cet acte que les Américains appellent de discounting, d'actualisation des valeurs dans le temps, il est fondamentalement un processus inhérent de notre cognition. On ne peut pas faire autrement. Parce que le temps est rare, parce que le futur est incertain et parce qu'on est tous mortels, on préfère tous les biens présents aux biens futurs. Toute chose égale par ailleurs, si je te propose d'avoir une somme d'argent maintenant ou dans un mois, tu vas me dire maintenant. Si je te dis par contre, je te donne 10% de plus dans un mois, là, quelque chose se passe et il y a une réflexion qui s'articule. Tu vas regarder les opportunités que tu as par ailleurs, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'essaie d'expliquer Böhm-Bawerk, c'est que parce qu'on a des préférences temporelles qui sont positives, c'est-à-dire qu'on préfère toujours le présent, enfin, avoir un bien dans le présent plutôt que dans le passé. Donc, on a tous des préférences temporelles positives, mais encore une fois, elles sont subjectives, elles dépendent du contexte. Par exemple, quelqu'un
qui a peut-être beaucoup de capital disponible, beaucoup d'épargne, va peut-être demander un taux d'intérêt un petit peu inférieur pour la rémunération de son épargne parce qu'il ne sait pas trop quoi en faire, il n'en a pas trop l'utilité, il n'en a pas besoin maintenant. Là où quelqu'un qui est dans la situation diamétralement opposée va peut-être demander une rémunération très très élevée pour consentir de séparer de son capital parce que il a faim et il préfère l'utiliser pour manger. Eh bien, du fait de la rencontre de toutes ces subjectivités, se crée un marché pour le capital qui met en relation les épargnants et les entrepreneurs et qui ne peut pas donner satisfaction à tout le monde. Et donc, il faut bien arbitrer ça par un prix, comme sur tous les autres marchés. Et fondamentalement, ce prix, il reflète la projection temporelle des agents économiques. Pourquoi? Parce que quand je dis je vais consentir à céder la propriété de mon capital sur 3 ans, quelque part, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai suffisamment de ressources par moi-même pour pouvoir répondre à mes besoins pendant 3 ans. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et donc, je vais pouvoir transférer certaines de mes ressources à un entrepreneur qui, lui, va pouvoir les immobiliser pour créer des usines, pour créer des schémas de production, des structures de production qui ne vont pas forcément être productives dès le début, mais ce n'est pas grave parce que le reste de l'économie a suffisamment de ressources pour continuer à survivre et répondre à ses besoins les plus pressants. Et parce que j'ai immobilisé ces ressources pour effectuer une production, si tant est qu'elle génère un bénéfice, ça veut dire que le marché la valide, ça veut dire qu'on fabrique plus de valeur subjective pour les individus avec moins de ressources, parce que les prix des entrants de production sont supérieurs aux recettes obtenues par la production, un bénéfice. Et donc, par le calcul économique, on va valider des plans de production dans le contexte de marché où il y a des faillites possibles et des bénéfices que peuvent s'arroger les entrepreneurs. Et si seules les structures de production qui génèrent un bénéfice économique, encore une fois validé par le marché, demeurent, ça veut dire qu'en transférant ces ressources, on a généré des gains de productivité, puisqu'on a généré plus d'utilité pour les consommateurs qu'on en a quelque part détruit à la base lorsqu'on a demandé aux épargnants de consentir à ce transfert de ressources. Et donc, fondamentalement, la question que se pose Böhm-Bawerk et que ensuite va se poser Mises pour prolonger le raisonnement, c'est de dire mais qu'est-ce qui se passe si par exemple on truque ce prix et qu'on fait croire aux entrepreneurs qu'il y a beaucoup plus de ressources disponibles que ce n'est le cas en réalité, ou inversement, que l'on dit aux entrepreneurs finalement il y a très peu de ressources disponibles alors qu'en réalité il y en a beaucoup. Eh bien, dans la première situation, qui est celle qui nous intéresse le plus, en fait, ce qui va se passer, c'est que les entrepreneurs et l'ensemble de l'économie va agir comme si on était tous collectivement très riches, qu'on avait beaucoup, beaucoup d'épargne, alors qu'en fait, on est en train d'allouer à de la production et à la création de nouveaux secteurs industriels, de nouveaux détours de production, de nouvelles activités de production, des ressources qui vont être nécessaires assez rapidement pour permettre la subsistance à court terme. Donc en fait, on se comporte comme si on avait de quoi assurer tous nos repas futurs. Alors en fait, ce n'est pas le cas du tout. C'est une illusion qui a été introduite par la création de pouvoir d'achat artificiel à travers de l'impression monétaire ou de l'octroi de crédit dans le système de banque commerciale à réserve fractionnaire. Et donc, parce que ça fausse les prix fondamentalement, ça va induire les entrepreneurs à utiliser des ressources pour produire des trucs dont on n'aura pas nécessairement besoin parce qu'on va crever de faim avant, parce que justement les ressources qu'on a utilisées pour produire ces biens supplémentaires, eh ben, on en aurait eu besoin avant pour se nourrir, pour se soigner, pour en tout cas répondre à des besoins qui sont plus urgents. Est-ce que l'école d'Autriche postule qu'il ne devrait pas avoir de système de réserve bancaire fractionnaire qui devrait, parce que ça crée de l'inflation lorsqu'on fait des prêts, par exemple? Est-ce que du côté de l'école d'Autriche, on dit l'inflation, c'est mal toujours et tout le temps, et on devrait avoir, par exemple, une masse monétaire qui est fixe, qui change jamais? Alors complètement. C'est-à-dire que, en fait, c'est le produit même du raisonnement que je viens de tenir là, qui est le raisonnement de Mises et d'Hayek sur, en fait, la façon dont l'effet cantillon, c'est-à-dire l'impression de monnaie nouvelle, va impacter graduellement les prix au fur et à mesure de la circulation de cette monnaie nouvelle dans l'économie, parce qu'elle altère la structure des prix, elle va altérer les décisions d'allocation de ressources des agents, qui elles-mêmes, du coup, vont être faites dans cette espèce d'illusion de disponibilité des ressources, ce qui, du coup, va créer des incohérences, là, dans le cadre qui nous intéresse, intertemporel dans la production, et donc, quelque part, par cohérence logique, les économistes autrichiens sont les grands adversaires du système à réserve fractionnaire et de l'inflation en général. Peut-être pour mettre un peu plus de détails dans cette réponse-là, l'effet cantillon, c'est un
un vieux truc en économie qui a été mis en lumière par un économiste franco-irlandais qui s'appelle Richard de Cantillon, dans ce qui est probablement un des premiers traités d'économie moderne, qui s'appelle Essai sur la nature du commerce en général, et dans lequel il explique exactement ça, c'est-à-dire que lorsqu'on crée de la monnaie, elle ne produit pas d'effet tout de suite sur les prix, c'est au fur et à mesure de sa circulation qu'elle va produire un effet graduel. Donc, si par exemple, aujourd'hui, j'ai une presse à imprimer chez moi et que je crée 1 million d'euros et que je les laisse sous mon matelas, par définition, ça ne va pas créer d'inflation, ça ne va pas avoir d'effet sur les prix parce que l'ensemble des agents économiques ne sont même pas au courant que la masse monétaire a augmenté. Maintenant, moi, faussaire, si je commence à dépenser cet argent dans l'économie autour de moi, bah, assez rapidement, les entrepreneurs autour de moi, les commerçants, etc., vont se rendre compte que, bah, oui, ils vont peut-être pouvoir augmenter leur prix, je vais continuer à aller chez eux, je vais continuer à être client, et donc ils ont tout intérêt à augmenter leur marge. Et puis eux-mêmes, ayant augmenté leur marge, ils vont avoir plus de pouvoir d'achat disponible, et donc ils vont peut-être consentir à payer plus pour les biens et les services qu'ils ont l'habitude de consommer. Et donc, comme ça, de proche en proche, d'échange en échange et de relation économique en relation économique, l'inflation produit ses effets graduellement de la presse à imprimer du faussaire jusqu'au gars qui, en bout de chaîne, en général, n'a que son travail. Et ça crée, du coup, d'une part, une redistribution assez, j'ai envie de dire, immorale des ressources parce que elle se fait de celui qui est le plus politiquement connecté, celui qui peut créer de l'argent facilement, à celui qui, en général, n'a pas forcément d'actifs financiers pour pouvoir emprunter ou n'a pas forcément accès à des marchés de capitaux ou n'a pas accès à une monnaie saine ou n'a que son travail pour vivre, etc., etc. Donc, pour le dire autrement, ça augmente les inégalités d'une manière qui pourrait être évitable. Et d'autre part, en fait, ça va créer une désorganisation de la production parce que vu qu'on change tous les prix, on change toutes les calculs économiques des agents et donc on va créer des mésallocations de production qui vont devoir se résorber à un moment donné. Et en général, elle se résorbe de manière violente par des faillites en chaîne ou alors de manière un peu plus graduelle par une inflation prolongée. Donc, en introduction, j'ai parlé de problèmes qu'on avait dans nos sociétés, notamment du côté de la santé, de l'immobilier, du côté du coût de la vie. Bon, bien sûr, je parle du Québec, je parle du Canada, mais j'imagine que ces problèmes sont les mêmes chez vous. Vous avez un système qui est, bon, similaire au nôtre. Alors, comment les Oui, principes de l'école d'Autriche peuvent-ils être appliqués pour résoudre certains problèmes actuels, économiques actuels, comme ceux que j'ai mentionnés dans mon introduction? Puis finalement, de quoi aurait l'air le portrait économique si c'était le courant de pensée de l'école d'Autriche qui était dominant euh, dans notre société finalement? Ouais, bah, super question. La première partie de ta question est très simple. Foutez la paix au marché, aux entrepreneurs. Le rôle de l'État, selon les Autrichiens et selon moi, ça devrait être de garantir les droits de propriété et la résolution des conflits, donc c'est-à-dire l'application de la loi. Pour ça, on a inventé des méthodes qui correspondent à ce qu'on appelle l'état de droit et un ordre politique pour les faire respecter, séparation des pouvoirs, sacralité de la propriété, checks and balances, etc., etc. Aujourd'hui, toutes ces idées-là sont battues en brèche et on a une conception de la politique qui est plutôt issue de la Révolution française, qui est que l'État est une entité qui est là pour faire le bonheur des gens. Non pas juste protéger les conditions et les institutions qui garantissent leur liberté, donc la propriété privée, etc., etc., et les droits naturels, entre guillemets, et garantir la loi. On est dans une conception de la politique où il faut résoudre les problèmes. Ce qui est un truc qui vraiment émerge avec la Révolution française et qui n'existait pas avant et qui aujourd'hui s'est emparé du monde. Et le fait est qu'effectivement, ça fait quand même des décennies qu'on fait ça. Et du coup, on résout des problèmes, en général en redistribuant ce que Jacques Rueff appelait les droits non gagnés, c'est-à-dire en imprimant de l'argent ou en faisant du déficit. Donc, quelque part, on ponctionne des ressources sur l'économie de manière diffuse et implicite, sans vraiment le dire, et souvent d'ailleurs aux générations futures, pour résoudre des problèmes aujourd'hui. Et on voit bien que dans beaucoup des cas que tu as cités, que ce soit la baisse de qualité des infrastructures publiques, que ce soit la désorganisation de l'hôpital public, là où je suis en France par exemple, que ce soit le fait que l'éducation nationale se transforme en fabrique à crétins alors qu'elle n'a jamais dépensé autant de ressources qu'aujourd'hui, que ce soit le fait que l'économie française a quasiment jamais été aussi peu compétitive et productive alors qu'on n'arrête pas de voter des plans de transformation, d'investissement public, etc., etc., etc. Bref, là où je veux en venir, c'est que il s'agirait d'observer à un moment donné que
c'est toujours les mêmes problèmes qu'on essaie de résoudre. La solution, c'est toujours l'État investit ou dépense de plus en plus d'argent. Et pourtant, le problème devient de plus en plus gros et implique justement de voter, ou tout du moins de consentir à de la dépense de ressources pour résoudre le problème, encore une fois, de ressources qui n'existent pas et qui sont une forme de spoliation sur l'ensemble de l'économie. Et les économistes autrichiens, si je me fais leur porte-voix, diraient, mais on est en train d'essayer de guérir la gueule de bois en conseillant aux patients de continuer à boire pour qu'ils n'en ressentent pas les effets. Au lieu de s'attaquer aux causes, qui serait que peut-être que l'hôpital public est désorganisé justement pour ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'en l'absence de prix pour à peu près tout, un lit, un respirateur, les médicaments, je veux dire en l'absence de prix de marché, c'est-à-dire de prix qui représentent des coûts d'opportunité et la réalité des phénomènes de production, bah, on ne peut pas allouer les ressources correctement. En France, par exemple, on a un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on a fixé la quantité, ce qui revient à la même chose que fixer le prix, du nombre de médecins généralistes qu'on va avoir chaque année qui vont être formés, etc., etc. On a fixé le prix des consultations et après, on s'étonne qu'il y a des déserts médicaux en France, c'est-à-dire qu'on a des zones à peu développées, etc., où les médecins ne veulent pas s'installer, etc., etc. Mais encore une fois, c'est juste une application du théorème d'impossibilité de calcul économique en régime socialiste de Mises au domaine spécifique de la santé qui a été rendu public en France. On a pareil avec l'énergie, on a pareil avec les infrastructures publiques, on a pareil dans toutes les dimensions. Et donc, en fait, désolé, mais pour essayer de conclure là-dessus, tant qu'on souscrit au raisonnement que j'ai fait préalablement, au raisonnement de Mises sur l'impossibilité du calcul économique en régime socialiste, c'est-à-dire lorsqu'il y a des blocages de prix, normalement, on devrait essayer de faire tout notre possible pour que l'État ait dans son giron le minimum de responsabilité possible. Et ce minimum-là, on l'a découvert il y a 250 ans assez facilement, c'est la justice, la police, l'armée, la diplomatie, en gros. Parce que c'est les seules choses pour lesquelles il est justifiable qu'il y ait un monopole de la violence légitime, parce que c'est ce qui garantit qu'on va avoir des tribunaux libres, qu'on va avoir des droits de propriété, qu'on peut disposer de notre capital, qu'on peut s'exprimer librement, etc., etc. C'est-à-dire garantir les droits naturels et l'ordre social libéral. À partir du moment où on confie d'autres responsabilités à l'État, il est quasiment nécessaire et logique économiquement qu'il fasse du gaspillage et que dès lors que l'on ne veut pas voir que ce gaspillage est la conséquence logique de son incapacité à allouer rationnellement les ressources en l'absence de prix de marché, on se retrouve dans cette situation de syndrome de Stockholm où on consente à fournir plus de ressources dans finalement une manière de faire qui ne peut pas fonctionner. Et ça peut aller très très loin en fait. On peut continuer à effectuer ça jusqu'à ce que finalement la réalité économique reprenne ses droits et que le pays entier soit en faillite. C'est ce qu'a vécu l'Argentine pendant quasiment tout le XXe siècle, c'est ce qu'a vécu le Venezuela au cours des dernières décennies, c'est ce qu'a vécu l'URSS pendant le XXe siècle, c'est ce qu'ont vécu les Cambodgiens à l'époque de Pol Pot, c'est ce qu'ont vécu à peu près tous les régimes socialistes, tous les régimes qui ont fait de l'interventionnisme économique dans l'histoire. Et nos sociétés dites libérales, voire même parfois ultralibérales, occidentales, développées, etc., etc., n'y couperont pas non plus. Puisqu'on a une centralisation très accrue des ressources aujourd'hui, que ce soit, par exemple, chez moi, en France, pour ce qui est des capitaux, des taux de change, de la monnaie, de l'énergie, des transports, de la santé, de l'éducation, et j'en passe. En Union européenne, on vous définit même la couleur des carottes et la taille des boulons réglementaires. Donc effectivement, faut pas s'étonner si après, on a l'impression d'être de plus en plus pauvre, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne alors qu'on met de plus en plus de fric en face des services publics. C'est juste une conséquence complètement logique d'une compréhension de ce que sont les phénomènes économiques en fait. Et tout simplement, désolé juste pour insister là-dessus, c'est vraiment le point fondamental que j'aimerais faire, c'est que en fait, l'économie ne s'intéresse pas à combien d'argent on dépense, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que les ressources engagées répondent véritablement et le plus économiquement possible aux besoins des individus. Et donc pour ça, il faut connaître les besoins des individus, ce que ne peuvent pas faire les bureaucrates. Il faut connaître toutes les alternatives possibles, ce que ne peuvent pas faire les bureaucrates. Et donc pour résoudre cette question, qui est une question d'allocation, de production et d'utilisation de la connaissance, on a besoin du marché. Dès lors qu'on sort du marché, on va avoir du gaspillage. Ouais, on a besoin du marché, on a besoin des prix.
Est-ce qu'on a un exemple, que ce soit dans l'histoire ou actuellement dans un pays, dans une géographie qui m'est inconnue, où on s'est rapproché des principes de l'école d'Autriche? Puis ça a l'air de quoi finalement tout ça? Parce que quand on t'entend parler, on parle bon de l'État qui se retire dans plusieurs secteurs de l'économie, ce serait une bonne chose, mais les gens vont associer à ça une espèce de laisser-faire économique qui va rapporter peut-être à une période qui est connotée négativement dans l'histoire de nos sociétés. Donc, est-ce qu'on a un exemple concret de ça ressemble à quoi finalement un pays qui applique les concepts de l'école d'Autriche, pardon? Hmm. Alors, j'aime bien le fait que tu aies dit se rapprocher. Parce que c'est vrai qu'effectivement, les principes d'économie énoncés par les économistes autrichiens sont quelque part une sorte d'idéal. C'est-à-dire que, un peu comme je reprends mon analogie sur les mathématiques, on dérive des lois générales, mais évidemment, il y a aussi d'autres considérations que la réalité économique elle-même dans le monde, qui sont liées voilà, à l'ordre politique, qui sont liées au rapport de puissance entre les nations, etc., etc., qui font que on ne peut pas non plus se dire que la réalité et l'idéal vont pouvoir converger parfaitement. En revanche, il y a effectivement des périodes où l'ordre libéral que je décris, ayant été garanti assez fortement par des institutions bien foutues, on s'est approché d'un ordre d'économie politique qui ressemblait pas mal à l'idéal type décrit par les économistes autrichiens. À l'époque du monde moderne, c'est très difficile de trouver des exemples parce que déjà dans la mesure où on est tous dans un système fiat avec des lois de monnaie à cours légal, c'est une impossibilité complète puisqu'il y a cette incoordination temporelle partout sur la planète que j'ai essayé de décrire préalablement, tout simplement parce que partout il y a un système bancaire et réserve fractionnaire, partout il y a des lois de monnaie à cours légal et partout il y a des monnaies fiat. Donc, déjà, à l'époque moderne, c'est difficile. Maintenant, tout ça reste un spectre. Et effectivement, d'un côté, on a la France qui a 60% dont la dépense publique représente 60% du PIB aujourd'hui. Et on a des pays comme Singapour, Hong Kong, la Suisse, etc., le Liechtenstein, essentiellement en général les petits pays qui ont un système assez libéral, assez proche du laisser-faire de l'époque, et avec assez peu de prélèvements sociaux, moins de blocage de prix, des droits de propriété mieux garantis, des tribunaux plus libres, des politiciens qui ont moins de pouvoir discrétionnaire de l'allocation de ressources, un code du travail plus souple, etc. etc. Si en revanche on regarde à travers l'histoire, en fait, tu prends à peu près n'importe quel pays européen entre 1870 et la Première Guerre mondiale, et on est déjà très 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 proche de l'idéal type européen. Pourquoi? Parce que on est en général dans des républiques ou des monarchies parlementaires libérales où la séparation des pouvoirs existe, où il y a une garantie constitutionnelle sur la propriété et les droits fondamentaux, où la taille de l'État dans l'économie, par exemple en France, représentait 5% versus 60% aujourd'hui, pareil en Allemagne, à peu près pareil en Italie, à peu près pareil dans l'Angleterre victorienne, etc., etc. On a assez peu de protectionnisme entre les nations. Il y en a un peu. Il y a des périodes où ils montent en puissance aussi. Mais du coup, le commerce international est assez facile. Tous les pays de l'époque avaient leur monnaie convertible en or. Donc, de facto, la monnaie mondiale, c'était l'or, donc qui était très peu manipulée par les gouvernements. Lorsque les gouvernements de l'époque manipulaient leur monnaie, en essayant de dépenser des droits non gagnés, comme disait Rueff, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient obligés très rapidement de réévaluer leur monnaie à un point en or différent, parce que sinon des spéculateurs ou des gens qui voulaient profiter de cette opportunité d'arbitrage utilisaient la monnaie locale et la convertissaient en or dans le pays pour ensuite rapatrier l'or dans leur propre pays. Encore une fois, c'est un blocage de prix, hein, la convertibilité du papier monnaie émis par l'État en or sous le gold standard. Et donc, très rapidement, ça crée des opportunités. Et donc, les politiciens étaient obligés de réévaluer ou d'évaluer pour éviter les fuites de capitaux et toutes les conséquences néfastes qui s'en accompagnent. Et donc, il y avait une sorte de discipline imposée par le marché aux politiques dans un contexte d'institutions qui était, ma foi, plutôt proche de l'idéal type des libéraux classiques. Et donc, ça ressemblait, cette période donc, en Occident de 1870-1914, quand même pas mal à ce que auraient pu rêver et désirer les économistes autrichiens. Il y a jusqu'en 1913 pas de banque centrale aux États-Unis. Il y a des banques centrales en Europe, mais elles sont un peu moins puissantes. Il y a des banques qui ont un taux de levier, c'est-à-dire qui ont quand même beaucoup plus d'or en réserve par rapport à ce qu'elles ont émis comme crédit en face. Donc tout n'est pas parfait, mais on est déjà un peu plus dans une réalité qui se rapproche autant que faire se peut
de l'idéal économique autrichien. Et je pense que, en fait, on est amené, quoi qu'il arrive, à y retourner, euh, parce que la situation de planisme, d'endettement massif, d'interventionnisme, de faillite des gouvernements, d'illusion de prospérité de nos sociétés occidentales a atteint un tel point que si l'histoire exprime bien quelque chose, c'est qu'en général, il n'y a que des solutions radicales qui peuvent permettre de sortir de ça par le haut. Je pense que l'élection de Javier Milei, par exemple, en Argentine, après 60 ans de période socialiste, même beaucoup plus que 60 ans d'ailleurs, euh, je pense, est assez révélatrice. Je pense que l'élection de Bukele et le programme qu'il est en train d'essayer de mettre en place au Salvador, même si un peu moins proche des principes autrichiens quand même, s'en rapproche assez bien. Je pense que tout ce qui se fait autour de Bitcoin aujourd'hui et la renaissance des principes d'économie autrichienne et de l'intérêt pour l'économie autrichienne commence à porter des petits effets qui sont pour l'instant pas très significatifs, mais qui pourraient constituer quelque chose de beaucoup plus grand à l'avenir. Donc voilà, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y ait beaucoup de pays qui se rapprochent de cet idéal. Il y en a eu par le passé, et par contre, je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont s'en rapprocher à l'avenir. Si on regarde déjà, par exemple, les nations qu'on considère assez souvent comme des paradis fiscaux et auxquelles on taille un costard parce qu'elles font de la concurrence déloyale, vous savez, ce concept de concurrence déloyale qui n'existe qu'en France, tout simplement, c'est-à-dire qu'elles décident de ne pas tondre complètement leur population pour essayer d'attirer les gens qui détiennent du capital et qui ont du talent, bah, c'est quand même assez autrichien comme façon de voir les choses. Donc, par Euh, exemple, je sais pas, Andorre, ouais. ouais, non, vas-y, excuse, je t'ai coupé. Non, j'allais donner peut-être comme autre exemple Andorre, certaines principautés comme le Liechtenstein, etc. Pas mal d'îles dans les Caraïbes qui essaient d'attirer les talents et les capitaux. Alors après, effectivement, c'est des tout petits pays. Donc, les idées de l'école d'Autriche, c'est des idées qui sont assez intéressantes, mais c'est des idées qui font pas partie du cursus scolaire standard, un peu comme tu l'as mentionné au début d'entrevue. Donc, pourquoi ces idées-là sont boudées par nos universités? Puis, ben, en fait, comment les idées de l'école d'Autriche là sont enseignées, diffusées aujourd'hui? Est-ce que finalement la lignée là qui est partie de Karl Menger c'est continué, puis on a des économistes qui mettent encore de l'avant ces idées-là? Hmm. Eh bien, je pense qu'il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles l'é- l'économie autrichienne, enfin même l'économie en réalité, n'est pas enseignée dans les universités, dans les cursus modernes. La première est historique, c'est ce que je te disais au début, vis-à-vis du fait que la plupart des économistes autrichiens étant autrichiens et juifs, bah, ils ont euh, un peu subi la Seconde Guerre mondiale quand même. Et donc, ils se sont retrouvés assez morcelés, éclatés, éparpillés aux quatre vents. Et du coup, ils ont perdu de leur influence à cette époque-là. Ensuite, il faut voir que le contexte historique à l'époque, donc en 1929, il y a la crise de 29 qui, quelque part, enfin, comment dire, qui amoindrit l'attrait populaire pour le laisser-faire qui prévalait à l'époque, parce qu'on met la crise sur le dos justement du laisser-faire et du capitalisme. Et donc à ce moment-là, un peu partout en Europe notamment, il y a beaucoup de thèses alternatives d'économie politique, comme le socialisme, qui émergent, qui gagnent de l'allant et de la popularité. Et à ce moment-là, arrive au pouvoir bah, Mussolini, Hitler, etc., etc. Et donc, quelque part, il y a cette espèce de fausse analyse, je pense, au sortir de la Seconde Guerre mondiale chez les élites de l'époque, qui consiste à dire que le laisser-faire manchesterien, c'est-à-dire cette conception très proche de l'économie autrichienne, justement, qui prévalait à la fin du 19e et au début du 20e, est en fait directement responsable de la situation catastrophique économique qui était celle de l'Occident dans les années 30 et qui elle-même est directement responsable de l'arrivée au pouvoir des extrémistes totalitaristes. Et du coup, je pense que la plupart des intellectuels de l'époque, des hommes politiques, etc., en fait, veulent faire une sorte de synthèse entre ce qui deviendra ensuite la social-démocratie et les principes d'économie libérale de l'époque, ce qui accouche du néolibéralisme, qui est en fait une sorte de socialisme édulcoré. Euh, donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, je pense fondamentalement, c'est que, donc en gros, désolé, hein, pour résumer, l'esprit du temps et le contexte dans lequel on était
rendait le keynésianisme et le néolibéralisme beaucoup plus populaires que l'économie libérale que défendaient les Autrichiens. Et notamment dans le contexte où on a souvent raconté, par exemple, que Roosevelt avait sauvé l'économie américaine en faisant de la relance, qu'on a raconté que l'effort de guerre et les dépenses induites par la guerre avaient sauvé l'économie mondiale et avaient créé les 30 Glorieuses, ce qui est quand même un truc absolument fascinant. Moi, ça me fascine à chaque fois qu'on explique que détruire des gens et des infrastructures pendant 6 ans, ça nous a rendus riches. Du coup, on a un peu déliré notre histoire et donc je pense qu'on s'est raconté que on avait la preuve empirique, encore une fois, que l'économie libérale, ça marchait pas, donc il fallait passer à autre chose. Et la deuxième raison, c'est que à ce moment-là, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays, justement, sont dominés, enfin, la plupart des pays vainqueurs sont des démocraties qui tendent à devenir des social-démocraties, dont les camps politiques sont en compromission avec les socialistes partout en Europe, parce qu'ils représentaient une grande partie de l'électorat, de la résistance en France, de l'effort de guerre dans d'autres pays. Donc, on était obligé de composer avec eux dans l'ordre politique. En France, par exemple, à ce moment-là, il y a 30% de communistes, les mecs sont en armes, donc le général de Gaulle, effectivement, fait des compromis avec eux, et il décide de nationaliser les chemins de fer, de nationaliser l'énergie, de leur filer l'éducation, etc., etc. Donc, quelque part, on est dans un contexte où le political bargaining, la compromission politique, force, d'une certaine manière, à une économie un peu mi-figue, mi-raisin entre le marché et le central planning. Et en fait, une fois que vous avez détruit la liberté des prix en permettant un certain niveau d'interventionnisme, encore une fois, vous allez appeler à plus d'interventionnisme pour résoudre les problèmes qui ont été causés par l'interventionnisme initial. Et donc, dans ce monde-là, vous avez besoin d'économistes interventionnistes qui vont faire des politiques publiques interventionnistes, qui vont parler à des politiques interventionnistes pour leur fournir des éléments dans leur programme qui vont être interventionnistes, pour justifier le fait qu'ils gagnent des électeurs, etc., etc. Donc, de facto, les professeurs d'université, les cursus, les manuels scolaires, tout ça va aller dans le même sens. Et donc, vous allez retrouver avec des programmes plutôt néolibéraux, monétaristes, keynésiens, qui, encore une fois, sont tous des interventionnistes qui sont juste pas d'accord sur comment on intervient et jusqu'à quel point. Et c'est pas étonnant, au bout d'un moment, si vous faites ça pendant 2-3 générations, que les gens qui sont les élèves des professeurs et qui deviennent à leur tour les professeurs, qui eux-mêmes sont tributaires des budgets donnés par les politiques aux universités, qui deviennent publics à l'époque, etc., etc. Bref, vous avez un alignement d'intérêts qui fait que, au bout d'un moment, tous ces gens-là sont d'accord entre eux, même si la réalité n'est pas d'accord avec eux. Et ils n'arrivent plus à penser en dehors du paradigme qui a fait leur éducation et qui a fait leur réussite et leur carrière. Et ils vont avoir tendance en plus à prendre de haut les économistes autrichiens parce que mais on avait essayé déjà à la fin du XXe siècle, au début du XIXe, et c'est à cause de vous qu'on a eu la crise de 29, Hitler, la peste, le choléra, tout ce que vous voulez. De toute façon, l'addition est ouverte, vous pouvez tout mettre dessus. Et du coup, en fait, si vous lisez Hayek ou que vous lisez Mises ou que vous souscrivez à l'économie autrichienne, vous êtes forcément un fasciste arriéré. Et donc, finalement, on ne devrait pas avoir à discuter avec vous, on ne devrait pas avoir à écouter vos arguments, on ne devrait pas enseigner vos thèses, même par logique de pluralité des idées, etc., etc. Donc très rapidement, ça devient, en fait, l'économie moderne est devenue un outil de propagande pour une sorte de totalitarisme mou qu'on retrouve dans à peu près tous les systèmes politiques de l'OCDE aujourd'hui, qui finalement n'arrive pas à penser les relations humaines en dehors de l'État, quoi. Aujourd'hui, il y a une vraie renaissance de l'économie autrichienne, et j'en suis d'ailleurs la parfaite démonstration. Moi, j'ai pas du tout étudié l'économie à l'école. J'ai appris l'économie ensuite en rentrant dans Bitcoin vraiment par frustration de ne pas trouver grand-chose de cohérent chez les marxistes, les keynésiens, les monétaristes ou les néolibéraux. Et effectivement, en fait, depuis la crise de 2008, assez largement, il y a une vraie renaissance de l'économie autrichienne parce que, une fois de plus, c'est la seule pensée économique qui permet de faire sens des événements qui ont eu lieu depuis et même qui permet d'expliquer la crise elle-même. Et je pense que Bitcoin y participe beaucoup parce que, par exemple, le phénomène qu'est Bitcoin et son émergence en tant que monnaie créée par le marché n'est possible que dès lors qu'on souscrit aux thèses d'économie autrichienne, parce que tous les autres pensent que si l'État décrète que ce n'est pas de la monnaie, ça ne peut pas être utilisé comme de la monnaie. C'est une vision un peu performative de la réalité quand même. Et notamment, il y a un économiste en particulier qui s'appelle Saifedean Ammous, qui est d'origine palestinienne, mais qui a beaucoup enseigné en Amérique du Nord et au Liban, qui, moi, est la personne qui m'a fait découvrir tous ces auteurs et qui m'a conseillé des lectures, avec qui j'ai beaucoup échangé pour pouvoir comprendre tous ces sujets-là, et qui aujourd'hui obtient une popularité
absolument gigantesque à l'intersection des thèses de l'économie autrichienne et de Bitcoin, notamment à travers la publication de son premier livre qui s'appelle L'étalon Bitcoin en français ou le The Bitcoin Standard en anglais, et qui a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires et traduit en plus de 37 ou 38 langues, quelque chose comme ça, ce qui est complètement inédit pour un livre d'économie, ce qui est même quasiment un quasi-record pour un livre de non-fiction. Et donc, on voit vraiment, réellement cette renaissance, et je pense que il y a deux sièges majeurs aujourd'hui de la renaissance des idées de l'économie autrichienne, peut-être trois même avec Milley maintenant. C'est le Mises Institute aux États-Unis, qui est un institut financé par des fonds privés et qui fait beaucoup d'éducation gratuite sur les thèses de l'économie autrichienne et qui a formé et aidé beaucoup d'économistes autrichiens modernes comme Joe Salerno, Bob Murphy, Jeff Deist, Per Billund, etc., etc., Tom Woods. Et derrière, Saif Dinamust, qui a vraiment fait le pont entre Bitcoin comme outil finalement qui permet de manière non violente à des individus qui en ont marre de ce totalitarisme mou, de quelque part œuvrer au fait de se rapprocher vers un monde libéral qui correspond justement plus à l'idéal posé par les thèses autrichiennes. Donc vraiment, Saifedean a fait le pont entre ces deux choses-là et finalement a donné l'économie autrichienne comme principe théorique pour penser Bitcoin et Bitcoin comme principe d'action pour réaliser les thèses de l'économie autrichienne, ce qui est à mon avis très très fort comme levier pour donner de l'allant à une thèse. Et enfin, peut-être le dernier aussi, c'est Javier Milei qui, du fait de son élection, a quand même attiré les projecteurs médiatiques sur les thèses qu'il défend, c'est-à-dire celle de l'économie autrichienne, essentiellement celle de Rothbard, Mises, ou même Jesus Huerta de Soto en Espagne. Donc, ouais, désolé, c'est juste ça que je voulais ajouter. Non, penses-tu que Milei va être en mesure de relever l'Argentine avec les mesures politiques, économiques qu'il est en train de mettre en place dans le pays? Alors franchement, je suis pas sûr pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, les politiques qu'il est en train de mettre en œuvre, elles prennent quand même du temps avant de produire leurs effets. Et l'électeur moyen a un horizon temporel de 15 minutes. Euh, et en fait, il y a cette espèce d'arnaque en économie politique où, en général, les gens qui sont au pouvoir prennent le crédit direct du bilan économique qui a eu lieu durant leur mandat, alors qu'en réalité, c'est les mesures économiques du mec précédent qui produisent leurs effets 2, 3, 4, 5, 10 ans plus tard. Et je pense que l'Argentine, elle est tellement loin dans la paupérisation et dans le socialisme qu'il faudra quand même pas mal de temps avant que ce que Milei essaye de faire aujourd'hui puisse produire des effets. Et il faudrait qu'il arrive à bout de ce qu'il essaye de faire aujourd'hui, parce que je ne connais pas super bien les mécanismes institutionnels argentins, mais rien n'empêche qu'ils ne gagnent pas les prochaines élections, qu'ils ne puissent pas gouverner avec une majorité, qu'ils se fassent bloquer soit par le système judiciaire, soit par le système parlementaire, qu'il n'arrive pas à garder l'adhésion de la population. Il y a aussi un ordre politique international dans lequel il doit s'insérer, avec le contexte de l'Argentine, qui a une dette en dollars extérieurs très forte, qui du coup doit être renégociée auprès du FMI. Comment vont se passer ces négociations? Est-ce qu'il va pouvoir rester fidèle à ses principes, ou est-ce qu'il va devoir mettre de l'eau dans son vin et accepter d'abattardir son programme pour répondre aux doléances du FMI qui, en tant que créancier de l'Argentine, peut imposer quasiment tout et n'importe quoi à l'Argentine? C'est franchement très complexe de voir comment est-ce qu'il va pouvoir réaliser ça, mais en tout cas, ça peut pas être pire qu'avant, quoi. Ça, c'est sûr. En terminant, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te rejoindre ou accéder au contenu que tu crées? Je pense que tu as écrit des articles, même fait un cours qui est publié sur Internet. Oui, bah si ce dont on a discuté aujourd'hui vous intéresse et que vous voulez approfondir, je vous invite à aller sur Plan B Network ou sur Découvre Bitcoin, où sont hébergés des cours que j'ai fait d'introduction à l'économie autrichienne. C'est des leçons audio qui durent 1 heure chacune et qui sont suivies de un peu moins d'1 heure, plutôt 40 minutes, et qui sont suivies d'un question-réponse en général avec l'audience. J'avais fait ça sur Twitter initialement. Il y a également des cours écrits qui accompagnent ces lectures. Et il y a en fait 4-5 leçons qui, à mon avis, suffisent à avoir une bonne compréhension de l'ensemble des éléments et des principes de l'économie autrichienne et qui reprennent tous les sujets et les thématiques dont on a parlé aujourd'hui. Sinon, également, pour un peu plus de shitposting et d'actualité sur Bitcoin, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter à @theomognet, tout attaché, Theomognet. Également, si vous suivez Bull Bitcoin de manière générale, vous allez forcément de toute manière nous suivre, moi, Francis et plein d'autres,
qui parlons beaucoup d'économie autrichienne et qui sont d'une certaine manière engagés au fait de réaliser ce que je décrivais, c'est-à-dire la renaissance de ces thèses-là dans les faits par l'adoption de Bitcoin. Également, si vous voulez vous intéresser plus en avant à l'économie autrichienne ou même à l'intersection de ces thèses avec Bitcoin, je vous invite fortement à suivre Safe Dynamus, à vous inscrire éventuellement à son académie et à lire ses livres. Notamment, il a écrit un livre qui s'appelle Principle of Economics, qui est en cours de traduction dans beaucoup de langues, mais qui est aujourd'hui déjà disponible en anglais, et qui est une magistrale synthèse, quoique pourtant très détaillée, d'environ 400 pages de tous les principes d'économie de l'école autrichienne. Et sinon, c'est à peu près tout. Ouais, ouais, c'est à Bon, peu mais près tout. super. Théo, merci de t'être joint à moi aujourd'hui pour discuter de l'école d'Autriche. Ce fut très informatif et je suis certain que nos auditeurs vont apprécier. Donc là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée. C'est moi qui te remercie pour l'invitation et surtout de prendre le temps pour permettre à ces idées d'être diffusées, parce que comme on en a parlé, elles reviennent en force, mais elles n'avaient pas forcément droit de séance jusqu'ici, donc c'est vachement bien de le faire.